dire ici que l'AFC Dinanga représente une force pour qu'aujourd'hui, enfin, Kinshasa puisse aller à la table de négociation? C'est-à-dire que de prendre très au sérieux, Nanga. Nous commettrions une erreur mortelle que de continuer à considérer Nanga comme un aventurier, comme un rigolo, comme Félix l'avait qualifié. Un rigolo ne prend pas 4 territoires. Un rigolo ne gère pas des entités. Un rigolo ne récupère pas des mines et des gisements d'or et d'autres minéraux qu'il est en train d'exploiter. Donc un rigolo ne fait pas ces choses-là. Il faut prendre un Nanga très au sérieux et chercher des solutions qui puissent faire en sorte que nous puissions gagner cette guerre. Parce que nous, la Mouka, nous, ADD Congo, nous disons, la guerre doit être gagnée. Nous avons des gens pour cela, nous avons les moyens financiers, sauf que le leadership de M. Tshisekedi étant très faible, défaillant, il n'arrive pas à donner une ligne de conduite claire pour que non seulement la population suive, mais que l'armée également s'exécute dans ce sens-là. Donc si vous dites que les questions sécuritaires ne sont pas prises au sérieux sous le régime Tshisekedi, là je pense que vous vous trompez. Parce que lorsqu'on intègre la dimension temps, on intègre l'économie, c'est en ce moment-là que nous allons attaquer l'ennemi que nous connaissons, c'est le Rwanda. Monsieur Nanga n'est que la face visible de l'iceberg. Or, en réalité, l'iceberg, il y a le Rwanda et les multinationales et entre autres le monde des mondialistes. Est-ce que pour l'ensemble de nos retomber dans le cours du polo, je pense que le président de l'État Yesu, la Ligue de Toda Moussita Poussana, vous savez que dans l'uniforme, Toda Moussita, Toda Poussana Moké. Maman, je vais vous partager une petite exhortation. J'aimerais qu'avant que nous ensemble mélanger notamment ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. Si la même chose que tu n'as pas encore touché, mais dans les spirituels, tu as déjà touché. Parmi les lauréats de Kinshasa, je déclare au nom de Jésus que ma vie n'est pas un rendez-vous avec l'échec. Rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous présenter ces nouveaux numéros de Politikon. Bienvenue sur votre chaîne qui creuse l'actualité. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire venir Prince Epengue. Il est de l'Amouka, président des ADD Congo. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. J'ai à ma droite Patrick Piana, cadre de l'IDPS, qui a fait l'amitié de répondre à l'invitation. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je salue aussi mon co-débatteur, Monsieur Prince Epengue.
Le Congo est-il malade du système hérité des colons ou des hommes? Et bien entendu, c'est la question que nous nous posons. Kinshasa serait en négociation avec le terroriste de l'Alliance Fleuve Congo. Eh bien, ces délégations sont rejetées en bloc par les autorités de Kinshasa. Entre-temps, l'Ouganda et le Rwanda attestent l'information. Eh bien, nous allons suivre cette courte vidéo de Patrick Mouyaya qui est revenu sur cette question. Il réitère sa position de ne pas prendre part à une quelconque négociation avec les terroristes du M23. Question. Les choses doivent être bien claires. Je pense que vous avez perçu, comme nous, l'agitation qui s'observe dans les groupes des terroristes. Une agitation et un empressement à penser pouvoir qui peuvent avoir l'occasion de se retrouver avec le gouvernement autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous... Alors, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé à Entebbe, en Ouganda, en suivant la réaction du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya? Prince Epenge, vous avez suivi l'actualité, la situation sécurité. D'abord, une question d'entrée. Comment appréciez-vous la gestion de dossiers sécuritaires par le pouvoir de Kinshasa? La question sécuritaire est abordée par le régime de M. Félix Tshisekedi avec légèreté, et avec beaucoup de permissivité, avec beaucoup de contradictions, voire même de naïveté. Les propos de Mouyaya, loin de rassurer, nous confirment suffisamment et nous réconfortent dans notre conviction que Félix Tshisekedi ne sait pas où il amène le pays, particulièrement dans le secteur de la sécurité. Est-ce que la décision la position de ne pas négocier avec les rebelles, c'est une décision louable, juste, ou il faudrait reconsidérer encore cette position au stade actuel? Dire qu'une personnalité de la République, dûment mandatée par l'État congolais, s'est rendue à Entebbe pour négocier avec les M23 et les AFC de Nanga, sans en avoir l'autorisation de la part de Kinshasa, est une manœuvre qui consiste à duper les Congolais. C'est très clair, c'est tellement clair comme l'eau des roches. Alors quel intérêt auraient les autorités de Kinshasa à ne pas donner la bonne information si vous estimez que c'est une façon de duper les Congolais? Le Messie a été envoyé par M. Félix Tshisekedi pour évidemment prendre les contacts avec le M23 et l'AFC. Ce n'est pas une première. Ici, si le gouvernement se rebiffe, recule, c'est parce que il avait écrit que tout se ferait en catimini. Dans l'ombre. En catimini. Mais les journalistes que vous êtes, certains journalistes d'investigation, ont eu à faire fuiter l'information. Et face à ces fuites-là, ne sachant pas et n'ayant pas préparé des arguments ou des éléments de langage pour justifier la présence de ces délégués congolais à ces assises
d'Antébé, sachant également que par le passé, à maintes fois, M. Félix Tshisekedi a redit qu'il ne négociera jamais avec le M23 et l'AFC de Nanga. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est-il sous pression? Et la question, c'est aussi de savoir quel intérêt aurait aujourd'hui Kinshasa à ne pas dire l'information qui est là, l'information qu'il faut. Mais parce qu'aux yeux des Congolais, Félix va se contredire. Lui qui avait dit qu'il ne négociera pas, aujourd'hui il envoie des délégués pour négocier. Donc les Congolais vont les prendre pour des menteurs. Et hier il avait juré qu'il ne peut, et que d'abord s'il y a à parler, il faut que les M23 et les autres se retirent du Congo. Et que maintenant, alors qu'ils ont pris 4 territoires, alors qu'il y a plus de 900 000 Congolais qui sont déplacés depuis le mois de janvier 2024, alors qu'il y a, depuis le début de l'année 2024, plus de 600 morts, et les Congolais ne comprennent pas qu'on négocie avec ces tueurs en série en quelque sorte. Ici, donc vous voulez dire ici que l'AFC de Nanga représente une force pour qu'aujourd'hui, enfin, Kinshasa puisse aller à la table de négociation? Mais ce que Nanga est en train de faire, c'est exactement ce que nous pouvons qualifier d'une opposition armée. En opposition à l'opposition... Une opposition qui consiste à tuer les Congolais, à massacrer, à faire tomber des villes entières. Loin de justifier ce que Nanga fait, parce que nous condamnons fermement cette guerre d'agression, même si derrière Nanga, 80% de ceux qui sont avec lui sont des Rwandais, chose que nous condamnons fermement. Les gens sont tués, mais rappelez-vous que Mouzé aussi est venu dans les mêmes circonstances. Merci. Et cela n'a pas empêché que vous puissiez l'applaudir, ça Kinshasa. Nous devons prendre conscience d'une chose. Vous avez vu dernièrement, dans une église, dans une paroisse catholique, pleine à craquer, Nanga, lors d'une homélie, demandait la parole et l'obtenir. Ici, il ne s'agit plus de douter de la capacité de nuisance de Nanga. Notre mérite résiderait dans notre clairvoyance et dans notre capacité d'anticipation pour arrêter les dégâts. Merci tant qu'ils n'ont pas encore atteint un degré irréversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de prendre très au sérieux Nanga. Nous commettrions une erreur mortelle que de continuer à considérer Nanga comme un aventurier, comme un rigolo, comme Félix l'avait qualifié. Un rigolo ne prend pas 4 territoires. Un rigolo ne gère pas des entités. Un rigolo ne récupère pas des mines et des gisements d'or et d'autres minéraux qu'il est en train d'exploiter. Donc un rigolo ne fait pas ces choses-là. Il faut prendre un Nanga très au sérieux et chercher des solutions qui puissent faire en sorte que nous puissions gagner cette guerre. Parce que nous, la Mouka, nous, ADD Congo, nous disons, la guerre doit être gagnée. Nous avons des gens pour cela, nous avons les moyens financiers, sauf que le leadership de M. Tshisekedi étant très faible, défaillant, et il n'arrive pas à donner une ligne de conduite claire pour que non seulement la population suive, mais que l'armée également s'exécute dans ce sens-là. Patrick Biana, Jean Bosco Bala a été révoqué de ses fonctions. A-t-il été piégé ou il a outrepassé ses missions en allant en Entebbe? Parce qu'il devient impérieux de préciser ici qu'il a reçu un ordre de mission dûment signé par le gouvernement congolais. Alors, votre analyse? Bon, je commence d'abord par recadrer. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on se permet de dire que les questions d'ordre sécuritaire ne sont pas prises au sérieux, on peut réfléchir de la sorte lorsqu'on n'intègre pas deux choses. Premièrement, les variables liées à l'économie et deuxièmement, le temps. Lorsqu'il faut préparer une guerre, battre l'ennemi dans la logique de la guerre actuelle, parce que... Ça se prépare, ça ne se décrète pas? Non, la guerre se prépare. Ça se prépare. La Russie a préparé la guerre, a commencé par l'annexion de la Crimée et nous connaissons la suite. C'est-à-dire, lorsqu'il faut préparer une guerre, il faut mettre en place un modèle économique lié à la guerre, sinon ça sera une catastrophe. Ça, c'est de 1. De 2,
sur le plan économique, lorsqu'on ne sait pas réfléchir dans ce sens-là, on risque de pousser les gens à aller dans une guerre qui risquerait d'être catastrophique. Deuxièmement, le temps. Nous avions suivi comment le pays était en difficulté de procéder à l'achat d'armes et aujourd'hui, nous avions la latitude et la possibilité. Alors, il faut connaître dans les secteurs de l'armement comment les opérations se font. Donc, si vous dites que les questions sécuritaires ne sont pas prises au sérieux sous le régime Tshisekedi, là, je pense que vous vous trompez. Parce que lorsqu'on intègre la dimension temps, on intègre l'économie, c'est en ce moment-là que nous allons attaquer l'ennemi que nous connaissons, c'est le Rwanda. Monsieur Nanga n'est que la face visible de l'iceberg. Or, en réalité, l'iceberg, il y a le Rwanda et les multinationales, et entre autres, le monde de mondialistes. Bon, si on doit parler de Jean Bosco Bayala, c'est difficile à moi de croire ce que dit le gouvernement ou bien les amis qui sont au niveau de l'Ouganda, qu'officiellement, il est allé exécuter la mission telle qui lui a été conviée. Ce qui est faux. Alors, pourquoi on ne sait pas croire à ce que dit Mouyaya? Mais moi, j'aimerais tout simplement que nous puissions analyser la personne. Jean Bosco et à chaque étape d'une mission précise, tout le monde est appelé à s'exécuter. Nous sommes dans une phase tournante sur le plan international, parce que lorsqu'on doit parler de la guerre en République démocratique du Congo et que vous inhibez l'aspect international, alors que vous, je ne vais pas citer les noms ici, vous courez derrière les think tanks américains et vous voulez nous faire croire que cette guerre ici, si vous avez les manèges du combat, donc vous allez gagner facilement parce que vous avez les moyens financiers. Donc vous voulez dire que Jean Bosco Bala a outrepassé ses missions, les missions qui lui ont été assignées. Jean Bosco Bala a exécuté la mission des gens qui l'ont fabriqué étant que d'abord membre de la Fondation Hirondelle. Mais pas la mission du gouvernement. Oui. La mission du gouvernement, il a violé la mission du gouvernement parce que l'objectif était de ramener les enfants des LRA qui sont congolais, parce que dans le processus de mobilisation jusqu'à la réinsertion à la vie économique, c'est tout à fait normal que nous puissions travailler avec le pays qui nous sont frontaliers. Si vous lisez toute la documentation liée à ces processus, on ne peut pas parler de ces processus lorsque vous êtes en côte à côte avec le pays voisin. Alors, par quelle coïncidence les délégués du M23 se sont retrouvés à Entebbe au même moment? Non, là c'est à messieurs. Non, le M23. Mais ils sont passés par où pour atteindre Bunagana? L'Ouganda, je crois que si vous lisez les derniers rapports des Nations Unies, ça a été documenté. Outre le Rwanda, il y a l'Ouganda. Et le plus important pour nous aujourd'hui, Congolais, si et seulement si on doit mettre tous les acquis, tout ce qu'on a comme valeur, tout ce qu'on a comme militaire, tout ce qu'on a comme moyen. Il y a l'Ouganda, mais entre-temps, Kinshasa continue à travailler avec l'Ouganda en créant une mission de mutualisation de forces. Je crois que la mutualisation des forces a son pesant d'or. Parce qu'il y a de rebelles ougandais qui sont chez nous. C'est à l'Ouganda d'être sincère. C'est à l'Ouganda d'être sincère pour que nous puissions... Et il ne l'est pas, il vous prouve plus d'une fois qu'il ne l'est pas. Je pense que le temps aura à nous justifier. Et aujourd'hui, petit à petit, je crois que le temps commence à amener les choses de telle sorte que nous puissions aller dans le sens que tout Congolais voudrait aujourd'hui, attaquer la guerre là d'où la guerre était venue, comme le disait Laurent Désiré Kabila. Donc, on ne peut pas d'emblée comme ça faire croire à l'opinion que non, Félix Tshisekedi ne fait rien, parce que Tshilombo c'était un problème pour moi, et tout ça. Non. Disons les choses telles que ça doit se présenter. Je me souviens une fois, j'ai fait l'émission avec M. Katanga. Je lui ai dit, mais toi, tu as écrit un document. Mais ce que vous oubliez, c'est la programmation temporelle. Dans tout ce que vous évoquez, vous pouvez appeler XY politicien congolais ici. Vous lui dites, faites-nous la programmation des activités pour que dans une année, nous puissions gagner cette guerre et mettre fin à toute la situation. Vous verrez qu'ils seront incapables. Ils seront incapables. La difficulté avec nos politiques, ils parlent,
Mais la difficulté est qu'ils ne savent pas mettre la logique programmatique pour que nous puissions atteindre les résultats de façon smart. Ça, c'est un problème sérieux. Si on néglige cet aspect-là, automatiquement, à un certain moment, on risque de prêcher dans le désert et ne pas avoir les résultats. Jean Bosco Bala aurait outrepassé sa mission, alors il risque la peine de mort. Vous voyez le gouvernement en arriver jusque-là. Monsieur Jean Bosco n'a rien outrepassé de tout. Au contraire, il a exécuté sa feuille de route telle que prévue initialement à Kinshasa avec Félix Tshisekedi. Ce que vous avez vu, les agitations que vous avez vues dans les chefs de messieurs, les porte-parole du gouvernement, dit que l'agitation c'est plutôt dans l'autre camp. Est une fuite en avant. Le secret a transpiré. Ils ne s'y entendaient pas. Il fallait contenir les protestations des Congolais. L'indignation que nous, de l'opposition, nous avons exprimée par rapport à ces volte-face. Et donc, ils ont recouru à ces méthodes de désinformation pour dévoyer les Congolais. La vérité est que soit nous gagnons cette guerre par les armes, soit nous négocions. Des choses lignes. Nous sommes convaincus que nous pouvons gagner cette guerre. Mais à condition qu'on ait un leadership fort au sommet de l'État, à condition que les ressources financières, matérielles et humaines soient mises à la disposition de l'armée. Cette guerre qui nous est imposée justement n'est pas une fatalité. Si aujourd'hui nous sommes en train de patauger, toute situation de belligérance finit toujours sur la table des négociations. Pas nécessairement. Il y a des pays qui ont gagné véritablement la guerre par leurs propres moyens. Et quand vous êtes faible, évidemment, il faut envisager cette option-là, et très sérieusement. La question qu'on doit se poser, est-ce que Félix Tshisekedi, tel que vous le voyez, est-il à mesure de gagner cette guerre avec la légèreté que son régime affiche? Quand vous entendez son actuel directeur de cabinet, qui à cette période-là, il était à la NAPI, disait que la guerre... Henri Kinzo, disait que la guerre est à 2000 km de Kinshasa ou à 2000 km du Congo. A-t-il menti? Il n'a fait que dire la vérité. C'est l'état d'esprit qui règne là-bas. Effectivement, la guerre de l'Est se passe à plus de 2000 km de Kinshasa. C'est l'état d'esprit qui règne à la présidence. En quoi il a péché? Ça veut dire que nous pouvons aller, nous pouvons voyager, nous pouvons faire des fêtes ici, nous pouvons... faire tout ce que nous voulons. De toute façon, je pose la question, en quoi il a péché? Il a péché. Il a péché dans la mesure où un pays, c'est comme un corps humain. Et si c'est le doigt qui est attaqué, il faut dire que c'est le doigt qui est attaqué, c'est pas le nez. Non. Si le doigt est cancéré, c'est tout le corps. On dit que la personne a le cancer. On ne dit pas que son doigt a le cancer. Et donc, vous prendrez des dispositions utiles pour cela. Et la partie qui sera amputée... Cette façon de minimiser la guerre demande à suffisance que, une décision, on peut procrastiner, on peut dire que la décision d'aujourd'hui peut être prise demain parce que de toute façon, c'est à 2000 km de Kinshasa. Non, on ne peut pas concevoir les choses de cette façon-là. Quand mon co-débatteur dit que oui, mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez tout résoudre, Félix Tshisekedi est là depuis 6 ans. 6 longues années. 5 ans, il est vers sa 6e année. 6e année. Donc 6 ans. Cette guerre, même si ce n'est pas Félix qui est à la base des facteurs qui l'ont généré, Félix a suffisamment aggravé la situation par ses décisions à l'emporte-pièce, par son amitié de 2-3 ans avec Kagame, et par des décisions contradictoires qui ont été prises à tous les niveaux. Maintenant,
ne nous dites pas que il faut du temps. Ce temps-là, nous ne l'avons pas. Parce que je vous ai dit, je ne sais pas si je dois vous donner le bilan. Il faut agir maintenant, comme disent les latinistes, quand Félix arrive, il n'y avait pas cette guerre d'agression. Aucun territoire n'était occupé. Mais il y avait des poches de sécurité mais bien sûr, par-ci par-là. Il y avait des poches de sécurité. Étaient sporadiques. Il y avait des poches de sécurité. Il y avait des poches de sécurité liées principalement aux groupes armés étrangers comme congolais. Voilà pourquoi il avait décrété l'état des pièges ou des sièges, si vous voulez. C'est pourquoi il avait signé les accords de l'engagement des fins d'hostilité avec la Codeco dans la province de l'Ituri et autres. Mais malgré tous ces engagements, rien n'a marché. Il parlait, il justifiait ou tentait de justifier désespérément l'accord de coopération militaire qui a été signé avec l'Ouganda, mais vous l'avez fait ramener à la raison, mais apparemment il n'a pas compris le fait que nous avons signé les accords de coopération militaire avec l'Ouganda qui font que l'armée ougandaise IPDF et l'armée congolaise FARDC partagent les informations militaires ensemble, partagent les informations stratégiques et les plans opérationnels sur le terrain, mènent des combats ensemble. C'est là consiste la coopération entre le... Bien sûr, il y a même une opération Souja. Souja qui est menée. J'étais à Beni au mois de décembre, j'étais à Ocha, j'étais à Butembo, j'étais à Bunia. Et dans tous ces endroits-là, il y a des militaires ougandais. Je les ai vus même à l'aéroport de Goma. Ces militaires sont là, mais malgré leur présence, des atrocités se commettent chaque jour. Alors, la question est, ça c'est après la sortie du rapport des experts des Nations Unies, un rapport qui est suffisamment grave et qui démontre noir sur blanc que l'Ouganda n'est pas les pompiers qu'ils pensent. L'Ouganda est un pyromane. Et que l'Ouganda met également le fait dans notre maison. Mais les activistes pro-démocratie ont dénoncé avant que le rapport de l'ONU ne vienne. Je vous parle du rapport pour ne pas vous citer des rapports précédents d'autres organisations. Donc je vous parle des rapports des experts des Nations Unies. Les rapports ont démontré que l'Ouganda est complice. L'Ouganda nous agresse autant que le Rwanda. Mais voilà un cadre de l'IDPS qui dit non, ce n'est pas un problème, on va voir, on va chercher. Non, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à voir. C'est que comment pouvez-vous accepter que c'est lui qui est venu et qui prétend vous aider et c'est lui-même qui est en train de mettre le feu dans votre maison, qui arme les M23 et qui laisse même des territoires, qui laisse des corridors, des couloirs pour que les M23 avancent et prennent vos territoires. La réaction d'un gouvernement normal aurait été de dire stop. Parce que vous êtes complice, parce que vous m'avez trahi. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, ces opérations de coopération militaire s'arrêtent. Vous prenez vos troupes, vous les ramenez chez vous. Je vais faire une évaluation de ce qu'on a fait ensemble et prendre les dispositions pour que les Congolais soient protégés par les frères. Mais continuer jusqu'à aujourd'hui à coopérer avec l'Ouganda, alors que les rapports viennent de dire que l'Ouganda a laissé les territoires congolais entre les mains du M23, que l'Ouganda fait même des réunions au profit des cadres du M23. N'est-ce pas ce qu'on peut qualifier de la trahison de la part de M. Félix Tshisekedi? Donc, bref, je voudrais insister que le comportement de Félix Tshisekedi dans cette guerre n'est pas exemplaire. On a même toutes les raisons de commencer à soupçonner Félix Tshisekedi dans cette guerre. Il faut le surveiller de près. Dans la mesure où... Mais il se bat sur le terrain pour ramener la paix dans le reste du pays. Il dénonce. On met tout le moyen en jeu. Les forces armées aujourd'hui montent en puissance de plus en plus. Et là, on sent qu'il y a de la volonté, de la détermination à en finir avec l'insécurité, avec les groupes armés qui naissent comme des champignons. Je ne sais pas ce que vous appelez monter en puissance. Pendant que vous nous dites, vous nous cassez les oreilles chaque fois, nous montons en puissance, les rebelles gagnent des territoires. Ça ne vous semble pas contradictoire? Et ne vous fiez plus au discours de Félix Tshisekedi. Autant que nous vous disons, rappelez-vous de toutes les promesses qu'il avait fournies à quantité industrielle pendant la campagne électorale. Je vais faire la guerre, je vais faire ceci, lisez si mes lèvres, un seul Congolais tué, je vais dégainer, je vais envoyer des hélicos. Tout ça, aujourd'hui, Tshisekedi change et nous dit,
C'est quand même un sacré vol de tourneaux. Merci beaucoup. Que non, moi, Alors, maman mate a dit quand gâté pour Qui trompe qui alors au regard de... Ici, il faut retenir de que les États sont nés dans la guerre, les États vivent par la guerre et dans la guerre, et les États, si un jour il était appelé à ce que les États disparaissent, les États périront aussi par la guerre. Aucun État sérieux, surtout pas le nôtre, qui est entouré de 9 voisins, donc plus de 4 ou 5 vous ont toujours envié, ont toujours un esprit guerrier, et cet État-là doit se préparer, doit être dans la perspective politique en termes de réarmement, de réorganisation militaire pour protéger son territoire. Au regard de cette analyse brossée par Pressé Bengue, qui trompe qui d'abord, on commence dès le départ. Il est politique. Il a tronqué une vidéo de M. Anthony Kinzo. Il a pris la vidéo là où les ennemis du peuple veulent faire passer le message. Ne revenez plus sur la vidéo d'Anthony Kinzo. Non, laissez-moi parler. Laissez-nous évoluer, effectivement. Anthony Kinzo, à l'époque, était directeur des cabines et directeur général de l'ANAPI. Effectivement. Et il invitait les investisseurs. Il parlait de la santé, de l'économie, comment est-ce que les investissements se portaient dans cette partie. On lui a posé la question sur la guerre. Il a parlé, vous n'avez pas intervenu. Laissez-moi évoluer. Donc, il invitait les investisseurs. C'est tout à fait normal parce que dans ces pays, il y a une grande entreprise qui est arrivée sous la guerre. En 2001, c'est Vodacom Congo. Alors, lui, étant que directeur de promotion de l'investissement, ne peut-il pas inviter les investisseurs chez nous? Si nous voulons, une seule chose qu'il a dit de positif est que on doit réunir les moyens financiers pour qu'on fasse la guerre. Pour que nous puissions faire la guerre, il faudra que sur le plan fiscal, nous ayons beaucoup plus de moyens. Donc, pour que nous puissions avoir beaucoup plus de moyens, il faut qu'il y ait des investisseurs et des entreprises qui doivent investir. Et lorsqu'on a le moyen... Alors, comment faire venir les investisseurs dans un État en guerre? Non, il y a possibilité de le faire venir. Le Congo est vaste. L'Ukraine qui est en guerre, je t'apprends déjà qu'il y a un plan de relance et de reconstruction de l'Ukraine de 200 milliards dont les Américains chapeauteraient. Donc, c'est pour vous dire que il y a possibilité d'attirer tous ces mondes pour que nous puissions avoir de l'argent. Par rapport à ce qu'il dit, il ne faut pas confirmer certaines choses ou soit voir à moitié vide le verre tel que nous les disons. Lorsqu'on dit qu'il y a des actions jumelées avec l'Ouganda, parce que de part et d'autre, nous avions des rebelles qui font du mal à la République démocratique du Congo et à un certain moment vont déranger l'Ouganda. Et la gestion des opérations voudra, c'est que sur le plan opérationnel et stratégique, vous puissiez vous partager les opérations et les informations. Bon, c'est dit aujourd'hui et c'est démontré noir sur blanc que par les experts des Nations Unies que l'Ouganda laisse le couloir au Rwanda. Et pourquoi le FARDC ne le ferait pas seul? Il faut faire venir les UPDF. Nous sommes en présence. Est-ce que ceci serait possible que le FARDC intervienne au Rwanda ou en Ouganda? Oui, c'est possible. Les mécanismes conjoints existent pour qu'on fasse le mouvement jumelé. Ça existe. Ce sont des mécanismes qui ont évolué sous d'autres cieux. Et si et seulement si, dans les opérations militaires et qu'on a jugé bon, par les experts militaires, ils ont jugé bon de l'expérimenter. Et de l'autre côté, l'Ouganda fait ce qu'il fait. Je pense que le gouvernement est en train d'analyser. Et raison pour laquelle, la semaine passée, la task force présidentielle s'est réunie en compagnie des militaires pour essayer d'analyser et de planifier les opérations. Ça va prendre combien de temps pour analyser la situation? Non, mon frère. Non, mon frère. Une guerre, c'est facile de la déclencher. Dans combien de temps? Mais en termes... Non, moi je ne suis pas expert militaire. Je parle politique. Je ne suis pas expert militaire. C'est-à-dire, une guerre, c'est facile de la déclencher, mais en termes de dégâts collatéraux, il faut savoir évaluer. Il faut peser le pour et le contre. La plus grande guerre du monde n'a pris fin que par des négociations. Mais nous avions dit, s'il y aura négociation, on ne doit pas négocier avec des supplétifs. Et nous connaissons la négociation avec des supplétifs à 2 ou à 3 reprises. Ça nous a conduit de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui au mouvement des Nanga qui n'est qu'un mouvement. Donc aujourd'hui, le Kinshasa serait prêt à négocier bien non, avec le Rwanda. La négociation, il faut négocier avec la mère de tous ces mouvements. C'est le Rwanda. S'il faut parler, s'il faut se mettre en négociation, le Rwanda a une seule condition. Et le rebelle, le M23, rentre dans le mont Sabinio. Et c'est clair. Bon,
Dans ma vision, telle que je vois la chose, telle que moi je vois le gouvernement, nous sommes en train de préparer une guerre. Je ne suis pas habilité pour les détailler, mais lorsque j'ai fait l'analyse des faits, l'analyse des choses, il y aura un moment. Parce que sur le plan international, à un certain moment, si on avait déclenché la guerre, vous savez, avec la Libye, des génocides rwandais, des génocides Tutsi. Mais aujourd'hui, c'est démontré noir sur blanc qu'on ne peut plus parler des génocides Tutsi uniquement, mais on doit parler des génocides rwandais parce qu'il y a eu des Tois, des Hutus et des Tutsis qui sont morts. Donc aujourd'hui, comme c'est prouvé noir sur blanc que notre problème c'est le Rwanda, notre problème c'est l'Ouganda, moi je vous dis... Alors sur quel appui aujourd'hui Kinshasa avait négocié avec le bras séculier ou le principal pays qui arme ce groupe rebelle sur notre territoire, alors que sur le plan diplomatique, nous n'avons pas encore le poids à faire valoir face au Rwanda, puisque la guerre ne se joue pas que sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique. Et il y a le rapport de force. Alors comment Kinshasa traite cette question? Non, Kinshasa traite cette question partant de l'exposé des motifs même de toutes les négociations. Tout est parti avec le régime. Parce que là, le pourparler de Kampala, tout est parti des régimes passés. C'est un mouvement qui est dynamique. Tout est parti de régimes passés. Non, jamais. Mais j'aimerais pas, moi, être orienté vers le passé. Vous voulez être politique, vous voulez être homme d'État de la République démocratique du Congo, il faut être futuriste, il faut voir l'avenir du pays. Et l'avenir du pays, moi je l'ai circonscrit avec une guerre qui mettait en difficulté le Rwanda. Je vois la façon dont on est en train de réorganiser notre armée avec la politique de la défense et la loi de programmation militaire. C'est la toute première fois dans ces pays que nous puissions avoir une loi de programmation militaire de plus ou moins 18 milliards de dollars. Ça n'a pas comporté les fruits. On espère on a bon espoir que si vous dites que ça dans les jours à venir, ça portera des fruits. Si vous avez suivi toutes les guerres, moi j'ai suivi lorsque M. Kadhafi a maté la rébellion de Benghazi, mais de l'autre côté, on décidait sur son sort. Et lorsque les gangs étaient signés, je crois qu'il a été conjugué dans le passé. C'est ce qui va arriver avec le Rwanda. Parce que ce qui se passe maintenant, il y a une pression des États-Unis parce qu'on voit déjà le pouvoir des démocrates finissant. Cette guerre a commencé quand? Faisons des analyses et réfléchissons. C'est lorsque M. Amer, qui était l'ambassadeur républicain ici, c'est là où, lorsqu'il est parti, que tout a basculé. Alors qui trompe qui? Oui. Pardon? Qui trompe qui? Qui est dans l'art de la manipulation? Moi, je pense que le gouvernement dit la vérité et le gouvernement est dans le bon chemin. Ce que nous regrettons tous, il y a des pertes de vies humaines, mais ne pensons pas que, même si on prend le président Epenge, président de son parti politique, on lui met aujourd'hui chef de l'État, il va déclencher la guerre demain. Non, c'est ce que je dis, président de son parti politique. Il va déclencher la guerre le lendemain. Il prendra le temps. Parce que j'ai dit, il y a deux choses que nous n'intégrons pas dans notre analyse de l'Est. C'est-à-dire l'aspect économie et l'aspect temps. Lorsqu'il faut bien préparer cette guerre, parce que la guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que M. Kasavubu, l'ancien président, a connu cette guerre. Merci. Dans le Fizi. Si vous oubliez, Mobutu a connu cette guerre dans la partie Est. Laurent Désiré Kabila, d'ailleurs, c'est lui qui nous a livré notre sous-vêtement au Rwandais. Et Joseph Kabila, ne parlons pas, il a même cédé les minerais de l'Est en 2013 lorsqu'il a signé son accord. Et la preuve est que 2014, 2015, 2016, 2017, le Rwanda était estampillé comme étant meilleur importateur de coltan. On doit tenir compte de tous ces aspects. Ne restez pas sur le passé. Non, c'est ce que je dis. Engager des réformes, faites des actions pour justement lorsque vous parlez des réformes, du pays. Lorsque vous parlez des réformes, ne demeurons pas des gens liés au discours politicien. Soyons pragmatiques. Dans toute logique de programmation, il y a l'aspect temporel. Et à côté du temps, ce sont les moyens qu'il faut mettre en place. C'est le moyen. Si aujourd'hui on dit que, bon, on se caricature comme étant la République démocratique du Congo, un pays où on prend tout ce qu'on a comme arsenal financier, on met ça dans la guerre finira. Mais il y aura Kwashakor à Kinshasa, il y aura Kwashakor il insiste sur dans la partie nord de la temps. République démocratique du Congo. Est-ce que avons-nous tout le temps et le temps nécessaire pour travailler et préparer la guerre et pour la gagner? Puisque lorsqu'on se lance dans cette guerre-là, on doit avoir toute l'assurance qu'on y va pour l'emporter.
Mais les temps, ils l'ont eu. Sauf que maintenant, ils ne l'ont plus. 6 ans. 6 ans au pouvoir. Vous pensez qu'en 5 ans, on peut faire... on peut créer une recette miracle? On peut initier des réformes, même structurelles, c'est possible. Pendant 6 ans. Et là encore, que nous parlons que dans les domaines militaires, si le plan économique, si le plan sanitaire, si le plan éducatif, pendant 6 ans, Félix n'a fait que voyager, parce qu'avec lui, évidemment, gouverner, c'est voyager. Quoi de plus normal? Il devait porter l'habit d'un bourlingueur pour ramener... pendant 6 ans, ramener le pont, créer le pont avec le pays qui n'était plus en ordre de cette avec l'RDC. Il aurait pu initier des réformes nécessaires dans le secteur de la sécurité pour pas nécessairement en finir totalement avec la question de l'infiltration, mais au moins diminuer sensiblement l'infiltration. Il parle de la programmation militaire. Et le contrôle de notre armée par les étrangers. Mais la loi de la programmation militaire, ce n'est pas une invention congolaise. Allez-y voir l'armée française, ça fait des années d'utiliser ça. C'est tout simplement une manière d'anticiper si les besoins. Donc c'est inspiré de français militaires pour légiférer. Bien sûr, ça existe en France depuis, pour ne pas dire des siècles. C'est simplement une façon intelligente d'anticiper si les besoins réels et de les intégrer. Pour ça, vous dites que rien n'est fait. Ce n'est pas une invention. Non. Encore qu'à ce niveau, ça ne reste que mais si ça le lui plan... du moins ce courage, parce que sous Kabila, on n'a pas eu cette loi de programmation militaire. Mais lui, au moins, s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Peut-être que vous voulez que je vous définisse ce que c'est que la loi de programmation militaire. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est que vous évaluez les besoins de votre appareil sécuritaire, pour ne pas dire de l'armée, et vous savez mettre les moyens à sa disposition, si c'est une année ou 2 ans. C'est ce que toutes les armées font. Mobutu ne l'a pas fait, mais c'est simplement Mobutu avait une autre façon d'organiser les choses. Là, c'est tout simplement une imitation, mais pour chercher l'excellence que l'on n'a pas encore atteinte. Et dans cette logique de la loi de programmation militaire, parce que ça reste seulement des mots et des écrits. Jusqu'à aujourd'hui, les militaires n'ont pas les moyens de leur politique au fond. Vous le savez, c'est ce que Kofi Olomide a dénoncé ici, malheureusement, on l'a qualifié de tous les noms. Les militaires mettent des fins au front, alors que la fameuse loi de programmation militaire est là. Il est tenté de parler, et ça c'est une grosse erreur de la part de l'IDPS, de vouloir trouver les responsabilités de ceux qui ont précédé Félix, mais de faire fi de la part, la responsabilité est la leur, de Félix Tshisekedi dans ces naufrages sécuritaires. Quand Savubu a vécu la guerre, Mobutu a eu sa part, Joseph Kabila a mené les Rwandais, Joseph Kabila a été complice de Rwandais, et Félix Tshisekedi, lui, il est... Félix Tshisekedi, c'est lui qui trouve la solution définitive. Donc ça veut dire quoi en réalité? C'est une forme d'amnésie. C'est dangereux. Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, que lors de son voyage au Rwanda en 2019, nous a dit que la crise qui est à l'Est est une crise congolaise. Félix a tenté même de dédouaner le Rwanda. Il est allé très loin. Aujourd'hui, avec l'option de ne pas traiter ou négocier avec, avec Nanga et ses complices, c'est une façon de se contredire. Il avait ajouté en disant que ceux qui meurent à l'Est le sont à cause des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que le Rwanda ne tue personne. C'est toujours Félix. Et il ne s'est pas arrêté là. Il avait dit que pourquoi vous voulez voir le Rwanda partout, il y a les Malais au Congo. Qu'arrêtez de voir dans cette crise sécuritaire le Rwanda partout. C'est sorti de la bouche de Félix Tshisekedi, qui a signé les accords de coopération militaire avec le Rwanda, qui a même permis aux génies de l'armée rwandaise de venir construire des villages chez nous au Nord Kivu. C'est toujours Félix. Et malgré tout cela, malgré ses fautes de gestion, ou c'est pas une forme de complicité, de naïveté,
mon frère de l'IDPS dit non, Félix Tshisekedi n'y est pour rien. C'est Mosé Kabila, c'est Joseph Kabila, c'est Kassavubu. Et là, vous ne pouvez pas résoudre un problème avec des gens qui pensent de cette façon-là. Tant qu'ils n'auraient pas le courage de changer de logiciel, il y a déjà un sérieux problème. Or, résoudre un problème implique cette volonté, cette capacité d'en avoir conscience. D'avoir la conscience que le problème existe. Mais c'est important, c'est de remonter aux sources pour évidemment, essayer de comprendre la situation. Évidemment, je ne les condamne pas de remonter aux sources, mais ici, j'insiste sur le fait qu'ils sachent et qu'ils détectent également les rôles qu'a joué Félix Tshisekedi dans l'aggravation de la dite crise. Elle n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, c'est évident, mais elle a été aggravée par Félix Tshisekedi à cause de ses contradictions et de l'absence de vision en termes de sécurité. Félix n'a aucune vision. Combien d'armées a-t-il amené dans ce pays? Combien d'armées? Parce qu'il nous parle de la loi d'approbation militaire. Il n'a pas de vision. Mamadou Ndala a fait reculer... Est-ce que vous ne le voyez pas avec l'œil d'un opposant, tout simplement? Non, mais pas parce du que tout. sur le terrain, quand même, je vois avec l'œil d'un patriote. Ça essaie de marcher. Je vois avec l'œil d'un patriote. Voilà pourquoi je vous dis que Félix Tshisekedi n'est pas la base de cette guerre, mais néanmoins, il a aggravé cette guerre. Merci. Il a fait aggraver la situation par son absence de vision, son leadership défaillant. Je partage ces points de vue. Et ses alliances contre nature avec Kagame. Regardez. Vous savez que Dans 2019, je vais chuter. 2019, 2020. Président, sois élégant, c'est mon temps. 2019, 2020, je chute. Voire même début 2021, Félix Tshisekedi était copain avec Kagame. Président, quand est-ce qu'il a pris la décision de changer les discours avec Kagame? Alors que Prince Penge... Il a appelé même partenaire. Alors que Prince Penge... de le rapprocher pour le connaître. Alors, il a poignardé. L'homme est prudent, voit le mal de loin. Donc, il n'a pas été prudent. Alors que moi et Penge et Fayoulou, nous alertions depuis 2019-2020. Attention avec ton amitié. Attention à cette amitié avec Kagame pour nous amener très loin. Et c'est là où nous sommes. Président, sois élégant. Votre point de vue rapidement. Vous avez dit sur ces plateaux qu'il est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de guerre avec l'Est, avec le Rwanda. Il n'y avait pas de guerre, bien sûr. Donc, il n'y avait pas de raison à ce que nous puissions être des ennemis avec le Rwanda. On était déjà à l'époque président de l'Union africaine. On devait être un président. La présidence de l'Union africaine sous la RDC devait être rassembleur. Nous sommes un pays hospitalier. Nous sommes un pays hospitalier, c'est qu'il faut savoir. C'est quelqu'un qui devait succéder allons petit à petit. Mais il y avait un aspect dans ces guerres que l'on n'arrivait pas à évoquer. C'est l'aspect financier et économique basé sur les pillages de minerais de la RDC. Lorsque de ces côtés-là, on a commencé à réaliser des pis-aller pour récupérer notre impérium en gestion, sur la gestion de notre sous-sol dans la partie Est, c'est en ces moments-là que la guerre a rebondi. C'est ça, il faut dire ça la vérité aux gens. Et aujourd'hui, nous avions compris et nous nous battons aujourd'hui pour que les coltans qui alimentent la guerre, que ce soit les deux autres minéraux 3T, qui alimentent la guerre, ne soient plus acceptés sur le marché international si le Rwanda le fournit. Parce que la loi Obama a été violée et ça fait de sorte que le Rwanda aujourd'hui soit estampillé comme meilleur importateur et consort. Est-ce que dans les temps passés, cet aspect-là a été évoqué? Ça n'a jamais été évoqué. Donc si vous dites aujourd'hui qu'il y a absence de vision, non. La vraie vision, notre guerre a une motivation économique et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et la personne qui se bat aujourd'hui... C'est pour cela qu'il fallait ouvrir le corridor au Rwanda. Nous, on n'a pas ouvert le corridor au Rwanda. À l'époque... On est arrivé, on a trouvé un climat de paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vivre avec nos voisins? On ouvre le corridor. Non, on n'ouvre pas le corridor. Est-ce qu'il faut vivre avec nos voisins dans une situation comme si nous étions en guerre? Ce qui est vrai, on a 9 voisins, on a 9 potentiels ennemis. Il faut, pour vivre en paix, préparer la guerre. Bien que le Rwanda, il n'y avait pas cette tension entre la frontière rwandaise et congolaise, le Rwanda n'a pas démenti ses intentions. Le Rwanda présente toujours son hégémonie balkaniste, si je crois qu'aujourd'hui, sur le plan international, sur le plan diplomatique, nous connaissons maintenant la situation du Rwanda. Nous connaissons aujourd'hui la situation de Kagame. Kagame est en difficulté. C'est qu'il faut reconnaître parce qu'il devait recevoir 20 millions pour les opérations au Mozambique. Et la suite, c'est comment?
Il faut réfléchir. Parce que si on commence à faire bouger les lignes, c'est-à-dire à un certain moment, il faut croire à la dynamique congolaise. Ce qui est vrai, la façon d'opérer dépend de la façon dont M. Epenge pourra le voir, mais cette façon-là, la façon dont nous évoluons, nous regrettons, il y a des vies humaines dans la partie est de la République démocratique du Congo, parce que, entre autres, ce sont les fils du pays qui ont voulu se rallier avec l'occupant pour tuer encore nos propres frères. Il a parlé de la présence des Nanga dans une église. Pourquoi y a-t-il justement une contradiction dans tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on refuse de négocier avec le Congolais qui ont des revendications, je ne sais pas, légitimes ou pas, et on préfère négocier avec le Rwanda. C'est comme vous me demandez de prendre des analgésiques lorsque j'ai la malaria. La quinine est là. La quinine, c'est le Rwanda. Il faut mettre fin à cette histoire même des circuits d'approvisionnement basés au Rwanda avec le AV8, l'entreprise qui achète tout le coltan pour le distribuer dans le monde. Et nous sommes allés encore plus loin. On a attaqué Apple. Vous pensez que tout ça, c'est rien. On a pris ces risques-là. Apple, c'est une puissance économique. C'est une puissance économique. Avec quelles conséquences sur l'investissement, la capacité de prospection de l'Apple? La conséquence aujourd'hui, le monde bouge. Vous avez suivi en Londres, en France. Aujourd'hui, les gens comprennent aujourd'hui que les téléphones que nous utilisons, c'est basé sur le sang des innocents congolais. Faire ça, c'est une opération marketing de grande envergure. Ne voyons toujours pas que ce que fait l'autre est insuffisant, mais il faut voir l'effort que nous fournissons par rapport à là d'où nous venons. Ce qui est vrai, la guerre n'apporte pas la joie. La guerre apporte les marasmes, mais une guerre qui avait commencé en novembre 1996, qui a pris fin en 1997, mais aujourd'hui, le Rwanda a du mal à gagner même la ville de Goma. Ils ont du mal à gagner, les Rwandais ont du mal à gagner même la ville de Goma. Mais des cités stratégiques sont tombées. Non, les cités... L'objectif aujourd'hui, c'est prendre Goma ou faire tomber... Prendre les cités stratégiques. On a vécu ça dans ces pays et nous savons petit à petit les récupérer. Et nous finirons par les récupérer. Merci beaucoup. Ne pensons toujours pas que ce qui s'est fait est négatif. Je crois qu'il y aura... Non. Vous allez terminer en 30 secondes. Merci beaucoup. Non, mais ça c'est... Je crois que c'est assez grave. Quand Kabila voulait laisser le pouvoir, aucune ville n'était occupée. C'est parce que le coltan était vendu par le Rwanda? Non, mais vous, au contraire, quand vous êtes arrivé, vous avez même accepté que les Rwandais raffinent notre coltan. Vous savez, on ne fait jamais la politique sans la mémoire, sans la maîtrise, une bonne maîtrise de l'histoire. Sachant des relations tumultueuses que nous avons avec les Rwandais depuis presque des décennies, ou voire même 3 décennies, vous devriez avoir un comportement, je dirais, plus que prudent envers les Rwandais, dans tout ce qu'on devait faire. C'est justement ce que Félix Tshisekedi a manqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que l'on fait maintenant? C'est que d'arrêter de boutiquer les négociations, notamment avec le Rwanda, comme ils l'ont tenté de faire avec monsieur qui était en TB. Nous disons que oui, cette guerre a commencé longtemps. Félix l'a certes aggravé par ses décisions incohérentes et son absence de vision. Mais ce n'est pas la guerre de Félix Tshisekedi, c'est la guerre du Congo. Le Congo est sous pilotage automatique. Félix ne sait pas où il va. Aujourd'hui, il se contente de marcher sur le tapis rouge, de voyager, de saluer les gens, de se rendre au deuil et autres. Le Congo n'est pas géré. Même à Kinshasa, ici, il y a des quartiers où vous allez comme ça, il faut demander l'autorisation au Kuluna avant d'y entrer. Au Bandundu, la situation est en train de se détériorer davantage. Il n'y a plus d'autorité de l'État. Personne n'a peur du Congo actuellement. Oh, nous sommes un pays convoité, déjà par nos propres voisins. On a besoin, alors, quelle solution pour on crée l'union sacrée? On a besoin des institutions fortes. On crée l'union sacrée. On a besoin d'avoir un président qui a une vision. Mais ne laissons pas la responsabilité de terminer cette guerre à Félix seul parce qu'il n'y parviendra alors, on crée jamais. l'union sacrée. D'où nous disons ceci. Au lieu d'envoyer les gens notamment à Katimini, aller négocier, et ensuite, quand le peuple est au courant, vous niez, vous tournez la langue, comme Mouya l'a fait,
nous exigeons qu'il y ait un cadre pour créer l'unité, la cohésion nationale. Pas pour partager les postes. Il y ait une cohésion. Donc faire appel à Kabila, à Fayoulou. Mais bien sûr, tu ne peux rien faire sans Kabila dans ce pays. Tu ne peux rien faire sans Fayoulou. Tu ne peux rien faire sans Epenge, sans Katumbi. Sans toutes ces têtes passantes. Tu ne peux rien faire sans Félix Tshisekedi également, évidemment, pour que nous puissions avoir la même vision, le même langage et surtout adopter le même ton. Pour que l'Occident, qui a aussi pas de responsabilité dans cette guerre, nous écoute. On a tout à gagner dans cette cohérence-là. Je suis convaincu que si nous allons dans cette logique de se dire des vérités, je dis bien se dire des vérités, parce que Félix Tshisekedi désormais est déjà conjugué au passé. Félix n'a plus d'avenir politique. Mais vous appelez à l'union sacrée, mais en même temps, vous continuez à combattre. On attend tout simplement peut-être demain ou après-demain, il va partir. C'est lui qui a un mandat. Mais la nation, quant à elle, la nation va nous suivre, va nous tous. Donc ne voyons pas Félix Tshisekedi avec toutes ses insuffisances, avec tous ses manques, avec toutes ses fautes, avec toutes ses erreurs de gestion. Mais voyons d'abord la patrie. Parce que si le Congo coule, on ne dira pas Félix a coulé. Et mon frère Denis Depes et moi-même, nous allons couler. D'où l'unité, la cohésion est exigée en ce moment-là. La situation n'est, selon ma conviction, la conviction de mon partenaire du Congo, les statu quo risquent de démarrer. Et tant qu'il y a statu quo, les morts continuent. Avant-hier déjà, il y a eu 37 morts à Beni. Nous avons exigé, nous, la MOUCA, que l'on rompt les relations diplomatiques avec l'Ouganda, que l'on rompt les accords de coopération militaire avec l'Ouganda, qui se révèlent être complices de cette guerre d'agression. Même avec le Rwanda. Qu'on annule les relations, plutôt les accords de coopération dans le domaine des infrastructures, parce que vous le savez, en 2019, Félix Tshisekedi avait signé des accords dans le secteur des infrastructures pour que l'Ouganda construise, je crois, plus de 260 km chez nous au Congo, pour relier l'Ouganda et les Congos. On doit se prendre pour que l'Ouganda comprenne que nous ne sommes pas si bêtes que ça, qu'à la fois, nous vendons nos plans de stratégie de défense militaire aux Ougandais, nous leur montrons tout ça, ils récupèrent ces plans-là, et ils montrent ça au M23. Peut-être que c'est cela la raison pour laquelle nos plans de défense sont toujours percés facilement. Parce que l'Ouganda est en train de céder nos plans d'opération militaire au M23, qui sont ses deuxièmes alliés. L'absence de dynamique interne, il faut recréer l'unité et la cohésion nationale, et la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. L'unique chose que j'ai acceptée par rapport à ce qu'il a dit, de se battre sur la cohésion nationale et l'unité nationale. Mais ce qu'il faut savoir est que dans la consolidation de la démocratie, Félix Tshisekedi est président de la République aujourd'hui. S'il part demain, c'est-à-dire le Congo vivra sous sa vision. Parce que Félix Tshisekedi nous a ramenés dans le chemin et Félix Tshisekedi fait de sorte que nous puissions récupérer notre dignité bafouée et bannie, dérangée même. Et il ne faut pas concevoir une Afrique où on doit vivre sous l'autarcie. Je crois qu'à un certain moment, Henri Morton-Starlin avait dit « Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny ». Nous sommes un pays où, dans certains endroits, pour évacuer, il faut vivre avec les voisins. Je crois que l'Afrique que nous comptons avoir, c'est l'Afrique où on doit exploiter les externalités économiques. Je peux te donner les cas de la Zambie. On n'a pas de problème avec la Zambie parce que la Zambie vit pratiquement grâce aux ressources minières de la République démocratique du Congo et c'est fait comme si nous étions de la même famille. C'est ça notre vision. Et nous voulons vivre avec le Rwanda comme avec l'Ouganda. Mais nous disons qu'il y a un problème qui dérange, c'est le régime Kagame qui dérange. Donc s'il faut attaquer le Rwanda, c'est particulièrement, non pas pour... Les rêves du Rwanda, c'est la faiblesse du Congo. Pourquoi seulement voir l'ombre de Kigali partout, alors qu'il y a encore des responsabilités que nous devons prendre en tant que Congolais, entre Congolais, recréer la dynamique interne et l'unité dont l'initiative doit venir de vous. Non, ce n'est pas le rêve du Rwanda qui est la faiblesse, c'est le rêve de Kagame, pas le rêve du Rwanda. Parce que les Hutus ne sont pas d'accord avec Kagame. Les Hutus ne sont pas d'accord avec Kagame. C'est que nous devons voir, nous sommes une puissance. Allez voir toutes les nations qui sont autour du Nigeria. J'ai eu à visiter toutes ces nations. Ils vivent grâce aux externalités économiques du Nigeria. Pourquoi pas régenter l'Afrique dans ce sens-là? Nous avions un accord de coopération avec l'Ouganda, bien sûr. C'était dans le cadre de construire une route pour atteindre le port de Mambasa. Ce n'est pas du tout mon frère, parce que le port de Mambasa, c'est 10 milliards de dollars d'importation, rien que uniquement pour la République démocratique du Congo. Mais il faut s'asseoir, nous étant qu'Africains, s'il y a à négocier,
On doit négocier avec l'Ouganda et avec le Rwanda pour que tous ces mouvements qui sont internes, les jours qu'ils reviendront à la raison, nous allons nous asseoir comme étant les Congolais. Mais cela n'empêche pas que sur le plan politique, qu'on puisse s'asseoir avec M. Fayoulou, M. Penge, nous IDPS, M. Katumbi et consorts. Donc ce n'est pas un péché. Merci. Donc, Patrick Biana. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes cadre au sein de l'UDPS, vous êtes secrétaire fédéral en charge d'études et planification dans le district de Moamba. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. J'ai aussi le plaisir de recevoir Pressé Penge, président d'ADD Congo et membre ou cadre du regroupement Lamuka, qui est devenu un regroupement politique. Merci. Merci de votre temps, merci d'être passé. Merci. L'émission de ce jour est complètement terminée. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir, en tout cas, de vous l'avoir présenté. Portez-vous bien, car l'actualité reste en continu sur notre chaîne Politico RDC, la force du détail. Bonsoir chez vous.